Et j'adore regarder des films. C'est rempli de détails qu'on découvre au fur et à mesure de nos visionnages. Mais ce détail-là, il est quand même perturbant. Après que Stanley Kubrick ait plongé le monde dans l'horreur avec Shining, il ira critiquer une nouvelle facette de l'horreur. Non pas celle de la société comme il l'a déjà fait dans Orange Mécanique, ou même l'horreur d'une éventuelle réutilisation de la bombe atomique comme dans Dr. Folamour. Là, non. Il va parler d'une horreur qui a traumatisé toute l'Amérique. La guerre du Vietnam. Même si Stanley Kubrick ne fut pas le premier à parler du traumatisme que fut la guerre du Vietnam en Amérique, car d'autres l'ont déjà fait, que ce soit en 1982 dans Rambo, réalisé par Ted Kotcheff, où on suit l'histoire de monsieur vétéran du Vietnam qui revient à la vie civile jusqu'à qu'il se fasse emmerder par un shérif, car sinon, y a pas de film. Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit de manger ici? Oui, moi. Pourquoi vous m'emmerdez? Cascade, réplique qui tue, chasse à l'homme, c'est un film qui prend trip jusqu'au monologue extraordinaire de fin où Stallone nous met littéralement KO en nous dévoilant un jeu d'acteur sublime et en nous décrivant les horreurs du Vietnam avec une petite pilule de syndrome de stress post-traumatique tout en nous dévoilant le regard que portait la société américaine sur cette guerre et ses vétérans car spoil, les Américains ont perdu la guerre du Vietnam dont 58 000 Américains morts. Et je suis revenu dans le monde. J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire dire prochain? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent sa faute quand ils parlent. C'est pour cela que les suites du film Rambo sont complètement bêtes pour moi. En fait, le premier film, c'est un film anti-guerre, et ses suites, au contraire, en font l'éloge, pour le pur divertissement, le pro-patriotisme américain. Ce qui est en totale contradiction avec le personnage de Rambo du premier film, plus qu'il devait mourir à la base. Mais en fait, cette fin, quoique filmée, n'a pas été retenue par le spectateur de la projection test, qui l'avait trouvé trop sombre. Au moins, on peut dire que les suites, même si elles sont inférieures au premier film, ils nous divertissent, et même si Rambo 2 et 3, ça reste tout de même moins bon, ça a quand même des séquences et des punchlines plus que sympas. Vous êtes fou. Un homme seul contre des commandos d'élite. Mais pour qui prenez-vous cet homme? Dieu? Non, Dieu aurait pitié. Lui, non. Après un film sur la guerre du Vietnam, je suis obligé de citer ce monument, ce grand film qui est Apocalypse Now, réalisé par Francis Ford Coppola en 1979, et qui reflète au mieux l'horreur de cette guerre, et qui à chaque scène va petit à petit, et encore petit à petit, plonger le spectateur dans l'enfer que fut le Vietnam, et qui va, comme pour ses personnages, encore plus plonger dans les abysses de l'humanité et qui va, dans cette fin monumentale, parfaitement résumer les 19 ans de cette guerre. Une fin brillante. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Maman? 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 Oh maman? Oh maman? Oh maman? Maman? Bref, c'est simple, si vous devez regarder des films sur cette période, regardez Rambo, Platoon, Good Morning Vietnam, et même Apocalypse Now. Et... on devait parler de quoi déjà? Ah oui! Full Metal Jacket. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Et d'un coup sort en 1987 Full Metal Jacket. Stanley Kubrick, toujours pessimiste envers l'humanité, nous dépeint la déshumanisation de l'homme pour en faire une machine de guerre dans de moultes moments cultes qui marquera l'histoire du cinéma. Jusqu'à la scène des toilettes avec Baleine, qui est un moment de cinéma terrifiant, avec ce regard, mais qui aura traumatisé des milliers de spectateurs. Époustouflant de la part de Vincent D'Onofrio parce que de base je l'avais juste connu dans le remake des 7 mercenaires et dans le film Men in Black. Parce que oui, c'est lui qui joue ce rôle. Donne-moi ce camp.
Après, tous les personnages sont intéressants dans ce film, mais quand on parle de Full Metal Jacket, on retient surtout un personnage. Un qui est rentré dans la culture populaire, l'iconique sergent instructeur Hartman, joué par, je sais pas si je le prononce bien, Ronald Lee Ermey, qui a notamment joué dans Seven, le sympathique Terrain Miné, et puis dans 2 remakes de Massacre à tronçonneuse que je m'en fous. Mais dans ce film, pour le coup, l'acteur il était impliqué, car d'abord consultant technique de Stanley Kubrick pendant le tournage du film, le bougre, il a un petit passé militaire, et ça se voit. Kubrick aurait été impressionné par le caractère bien trempé de l'acteur, et l'engagera donc pour ce rôle avec la liberté d'écrire une partie de ses dialogues, et même d'improviser. Pour l'acteur, ça ne lui a pas trop posé de problème, car c'était un ancien instructeur militaire, donc il savait lancer des insultes, et surtout, crier. Défense de rire et défense de pleurer. Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser. Les scènes de l'acteur ne nécessitent que quelques prises, ce qui est déjà très rare pour du Kubrick, qui est un énorme perfectionniste, si bien que le réalisateur confiera plus tard qu'il était l'une des personnes avec laquelle il avait eu le plus de plaisir à travailler. L'acteur était tellement dans ce rôle qu'il n'a pas écrit une cinquantaine, mais une centaine de pages d'insultes. On est en présence du véritable Terence Fletcher du cinéma. Pour la seconde partie, le cauchemar va décupler pour les personnages principaux, mais une chose à dire, il y a beaucoup de gens qui critiquent la deuxième partie de Full Metal Jacket, que beaucoup trouvent inutile parce que la première est tellement excellente, alors que moi je la trouve très bonne. Et ce qu'on va voir même par la suite, parce que c'est complémentaire. Kubrick nous filmant cette deuxième partie, cette fois-ci au Vietnam, avec ses petits jolis produits locaux, alors qu'il était tourné près de Londres, c'est impressionnant. Le cinéaste devient un reporter de guerre, où la caméra basse devient à lui seul un soldat accroupi au milieu d'un champ de bataille. Il ira même jusqu'à pousser ce côté documentaire encore plus loin, en nous montrant un soldat tiré sur des Vietnamiens innocents dans une scène qui tient aux tripes due à son malaise et sa cruauté. T'allumes des femmes ou des enfants? Ça m'arrive. Comment tu fais pour tuer des femmes et des enfants? Facile. Le truc, c'est de pas trop viser devant. Et puis en faisant une interview de ces personnages qui appuiera encore plus le côté antimilitariste de l'œuvre. En tout cas, ils sont morts pour une bonne cause. Ah oui? Quelle cause? La liberté. Tu crois que c'est pour la liberté qu'on bute du Viet? C'est un carnage. Stanley Kubrick nous montrera ce qui se fait de pire dans l'homme quand il est confronté à la guerre et surtout à la violence de l'humanité. Son cinéma, en fait, il est représentatif de cela. Montrer dans 2001 le premier meurtre de l'histoire, juste pour que des singes reprennent un point d'eau à notre groupe. Filmer les tranchées et l'incompétence des généraux français durant la Première Guerre mondiale, qui iront jusqu'à même exécuter leurs propres hommes, alors que le haut commandement était fautif. Ou même filmer des scènes d'ultra-violence dans Orange Mécanique, avec des musiques classiques de la part d'Alex. C'est simple, Kubrick avec son cinéma repousse l'homme et les spectateurs derrière leur dernier retranchement. Dans son film antimilitariste, il met en avant le lynchage des soldats. Espèce de sac à foutre, j'ai noté ton nom. Tu vas roter du sang. La désinformation. Écris-moi ça et que ça finisse bien, disons, un tué. Tu mets que c'est un sapeur ou un officier au choix. La cruauté. L'anéantissement de l'homme pour en faire des bêtes. Et bien sûr, l'enfer de la guerre. Grâce à ses acteurs, sa musique, mais aussi grâce à son travail pour la mise en scène. Et où il place sa caméra. Car avant tout, Kubrick est un ancien photographe, non qu'il gère pour le côté technique, mais regardez-moi par exemple cette scène. Tous les soldats sont la même copie des autres. Peu importe son emplacement dans le plan, complètement stoïque, avec juste comme trait de personnalité leurs seules armes qui vont jusqu'à prier pour elle, avant de dormir. Mon fusil, c'est mon vrai copain. Lui, c'est ma vie. Tous les points se rejoignant vers le centre de l'image, Kubrick exprime visuellement l'entreprise de dépersonnalisation des recrues. Cette entreprise de fabrication de machines à tuer glorifie l'agressivité primitive de l'homme et travaille à un détournement de la sexualité. Comme l'expriment les paroles du sergent Hartman, reprises en chœur par les soldats, le fusil devient leur seul objet de désir, leur seul bien matériel. Ça c'est mon flingue et ça c'est mon dard. De bons soldats et un peu d'état. Ça c'est mon flingue
dingue et ça c'est mon dard. Pour rendre ces scènes plus impactantes visuellement, Kubrick a fait fabriquer un objectif spécifique qui gardait tout net. Cela signifie que tout, du premier plan à l'infini, était parfaitement défini. Pourquoi a-t-il fait cela ? Eh bien, il a utilisé cet objectif pendant les scènes du camp d'entraînement pour ne distinguer aucun soldat en particulier. Il pensait que pendant cette phase de la carrière d'un soldat, ils étaient tous égaux. Donc pour lui, il fallait que chaque soldat dans le cadre soit parfaitement net. Mais je suis réglo. Aucun sectarisme racial ici. Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards. Donc ce plan se caractérise par une convergence saisissante vers un point de fuite central, orchestré par une perspective maîtrisée. Cette construction aboutit à une composition symétrique de l'image qui captive le regard du spectateur et le guide inévitablement vers le cœur de l'image. La profondeur de champ est savamment exploitée pour accentuer cet effet d'attraction qui contribue au message du film, tout en renforçant ainsi l'impact visuel et immersif de la scène. Cette utilisation magistrale des lignes de fuite et de la symétrie deviendra un élément distinctif du style de Stanley Kubrick et qu'on verra dans presque tous ses films. Bref, c'est génial. De toute manière, Kubrick nous montre déjà que depuis la première séquence du film, que les personnages sont déjà condamnés. Les soldats se font raser tels des moutons allant à l'abattoir, ce ne sont plus des humains, ce sont du bétail, de la chair à canon, l'humain, eux, est mort. Beaucoup de scènes très graphiques font sens à cela dans le film Full Metal Jacket, mais surtout il y a un détail, et c'est un des détails les plus perturbants du film. Alors qu'un groupe de soldats essaye de traverser une zone de combat, ils se font tirer dessus par un franc-tireur. Ils finissent par le repérer et lui tirer dessus. Mais c'est avec horreur qu'ils remarquent que ce n'est qu'une enfant, une jeune fille agonisante. La Vietnamienne, priant aux soldats qu'on l'achève, finira par être tuée par le personnage ayant le plus d'humanité du film. Mais il y a un détail avant que je trouve perturbant. Celui-ci. Kubrick n'a pas choisi ce cadrage pour rien. Le personnage prêt à tuer la fille au sol en hors-champ. Son casque où il est inscrit né pour tuer, où il montre au premier plan juste le mot kill. On peut l'apercevoir aussi dans ce même plan avec une lumière éclairant la moitié de son visage et l'autre partie dans l'ombre, qui reflète aussi un détail de la dualité de l'homme entre le bien et le mal. Alors, on est pour tuer sur votre casque et symbole de paix sur la poitrine. Ça veut dire quoi exactement? C'est une blague ou quoi? Disons que pour moi, c'est quelque chose comme la dualité de l'homme, mon colonel. Et pendant l'acte d'appuyer sur la gâchette pour tuer, on peut voir son badge de paix Peace and Love s'éclipser derrière sa veste militaire, ou même derrière son humanité, au même moment quand on entend le tir. Il a franchi la limite du non-retour. Et à la fin du film, nous avons le droit à une scène finale où les soldats chantent Mickey Mouse. Alors, j'ai toujours cru que c'était un hymne militaire. Oui, je suis très bête, ça fait que très peu de temps que je l'ai remarqué. Mais cette scène finale est aussi dérangeante que celle de l'agression chantée avec du Singing the Rain dans Orange Mécanique par Alex. Car durant ces deux scènes-là, Kubrick met en confrontation l'horreur de la situation et l'innocence presque enfantin et merveilleuse de la chanson chantée par les personnages. Ces mêmes personnages ayant chanté des chansons militaires au début du film finissent par chanter à la fin une musique pour enfants, pour essayer de se rattacher à leur humanité et à leur enfance perdue pour ne pas sombrer et presque se consoler alors qu'ils ont sombré. J'ai fait les pires saletés. Les pires saletés à des femmes. J'ai tué des gosses au Vietnam. Mais c'était la guerre, putain. Et comme dira Michael Herr, co-scénariste d'Apocalypse Now et de Full Metal Jacket, Stanley Kubrick n'a pas à l'époque l'intention de réaliser un film anti-guerre, mais plutôt de montrer à quoi la guerre ressemble vraiment.
Bref, avec ce détail du badge, Kubrick nous révèle la vérité sur la nature humaine, que même la personne la plus pure peut basculer et se faire engloutir par la guerre pour devenir lui-même un monstre. Tout en nous décortiquant avec son film l'une des guerres les plus traumatisantes et terribles qu'ait vécu l'Amérique. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Ça fait déjà 2 vidéos qu'on parle de films de Kubrick. On verra pour de prochaines vidéos si je parle d'autres films de sa filmographie. Aussi, nous voyagerons dans d'autres contrées, même invisibles. Merci pour votre attention et au revoir.